Ok, bon, cette vidéo c'est probablement la plus importante de ma chaîne et peut-être peine de ma vie, parce que je vais parler d'un système qui affecte l'intégralité des individus de cette planète et qui a des effets dévastateurs de leur naissance jusqu'à leur mort, donc préparez-vous parce que je suis pas sûr de rester calme et courtois toute la vidéo. Bon, le principe du capitalisme, c'est que quand tu produis de la valeur avec ton travail, cette valeur va dans la poche de celui ou ceux qui sont considérés comme propriétaires des machines ou des infrastructures utilisées pour la création de cette richesse. Autrement dit, quand on va travailler dans une entreprise, on utilise les moyens de production qui appartiennent à d'autres pour transformer, déplacer ou vendre de la matière ou des biens, ce qui crée de la valeur sous forme d'argent qui lui est reversé. Donc en fait, la majeure partie de la valeur qu'on produit quand on travaille finit dans les poches d'un autre. Votre salaire il est pas du tout équivalent à la valeur que vous avez ajoutée. Votre salaire c'est simplement le prix de votre travail, le prix du service que vous rendez au propriétaire, qui l'achète et que vous vendez sur le marché du travail. Donc en fait, les profits du patron c'est du travail non rémunéré. Cette appropriation des moyens de production et de la valeur ajoutée, elle se fait dans plein de secteurs d'activité, et notamment dans des secteurs de production de biens de première nécessité comme la nourriture et le logement, qui sont considérés comme des marchandises comme les autres, ce qui a juste comme conséquence que les gens sont obligés de travailler plus de 35 heures par semaine pour les obtenir, donc pour pouvoir vivre. Alors on peut trouver ça normal de devoir travailler pour s'acheter de quoi se nourrir et se loger, mais déjà il y a un chômage de masse depuis le choc pétrolier, donc des millions de personnes qui ont pas de travail malgré eux, et puis d'un autre côté on trouve ça normal que l'école soit gratuite et pas les produits de première nécessité. Vous l'expliquez comment ça? La vérité c'est que tout est fait pour nous mettre au travail. L'école gratuite elle est faite pour nous former à des travailleurs qui ont des niveaux de compétences correspondant à la demande du marché du travail. Sachant qu'en plus le travail à faire en général il est horrible. On doit faire une activité qu'on n'aime pas parce qu'elle nous correspond pas ou parce qu'elle est ennuyeuse et répétitive, ou encore parce qu'on pense qu'elle est parfaitement inutile à tort ou à raison. Alors on pourrait se dire qu'on peut choisir l'activité dans laquelle on veut travailler. Alors pourquoi les gens le font pas, hein? Ils sont trop cons, hein, je pense que c'est ça. Alors c'est peut-être parce qu'on a tout intérêt à pas prendre de risques et trouver un emploi stable, non? En fait, aujourd'hui, les gens ils travaillent par peur. Par peur de finir dans l'extrême pauvreté, de subir le discours et le regard méprisant et humiliant sur les chômeurs longue durée et les pauvres de manière générale, chose très récurrente dans les grands médias. Donc on va juste suivre ce que nos parents nous disent de faire implicitement ou pas, c'est-à-dire en général suivre leur voie ou bien suivre la voie classique toute tracée bac études supérieures CDI, en fonction du capital culturel de nos parents, puisque si vous avez grandi dans les livres et votre émission de télé scientifique, ça va évidemment influencer le choix de vos études. Pareil pour le capital matériel de nos parents, parce qu'il y en a qui pourront aller dans des grandes écoles très chères, alors que d'autres vont être obligés de se salarier pour financer leurs études, et vont parfois même finir par abandonner leurs études et continuer leur job alimentaire, parce que travailler et étudier en même temps c'est difficile, surtout aujourd'hui. Et puis une fois qu'on a mis un pied dans le monde du travail, on oublie nos passions, nos rêves, nos ambitions, on les range dans un coffre et puis on jette la clé définitivement parce qu'on n'a pas le temps, et on n'a plus l'énergie de travailler 7 heures par jour et d'enchaîner sur des projets personnels ou des activités fondamentales à côté, comme la politique et l'esprit critique. Notre travail devient notre vie quasiment, alors qu'on en a qu'une. En fait on perd notre vie à la gagner, moi je trouve qu'elle est géniale cette phrase. Et le temps libre qui nous reste, on l'utilise pour sortir avec nos amis ou on se vautre devant la télé ou les réseaux sociaux pour se divertir. Et puis on va consommer, on va s'acheter une plus grande maison, une voiture ou deux, un gosse ou deux, un chien ou deux. On va voyager, donc en fait on finit par rentrer dans un système qui nous incite à toujours plus consommer. Donc on se dit que finalement la vie de salarié c'est pas si mal, c'est plutôt confortable en réalité. On finit par s'y faire et en fait légitimer le système capitaliste sans s'en rendre compte. Donc non gratuité des biens et des services de première nécessité, école et université obligatoire, obligation d'avoir un emploi, puis métro boulot dodo ou plutôt embouteillage boulot consommation. Voilà le schéma de vie du citoyen moyen imposé par le capitalisme aujourd'hui. Un schéma qui nous enferme sur nous-mêmes, qui nous éloigne les uns des autres, où nos seules interactions c'est les coups de klaxon et les insultes parce que cette connasse veut pas avancer alors que c'est vert. Ce qui nous rend étrangers les uns des autres alors même qu'on vit dans la même ville, voire le même quartier, voire même le même bâtiment, ce qui nous rend méfiants, méprisants, voire haineux, parce qu'on se connaît plus en fait, donc on se regarde de haut, les gens sont comme si, les gens sont vraiment ça, etc. Ajoutez à tout ça qu'on n'a pas le temps et ou l'énergie de s'intéresser à la politique ou le développement de l'esprit critique, même de manière superficielle, et tu te retrouves avec une société où le pouvoir est détenu par une oligarchie très puissante qui est à la fois détestée par sa population, mais qui est en même temps considérée comme la seule légitime à diriger. Et enfin ajouter à ça la télévision et les réseaux sociaux qui dépolitisent, personnalisent et polarisent à l'extrême les débats de société, et on se retrouve avec des gens malheureux, méprisants, mal informés, qui légitiment malgré eux le système électif qui est pourtant la cause de leur souffrance. Alors on pourrait se dire que finalement ce mode de vie est pas si mauvais, bon les gens aiment pas leur boulot, mais bon après ils consomment, ils sont pas si malheureux que ça, c'est un bon équilibre. Sauf que les gens souffrent en fait, ils souffrent beaucoup quand on regarde les chiffres. Et puis ce système qui pousse toujours plus à la consommation est fabriqué de toutes pièces par l'oligarchie, par le biais du salariat et de la publicité, qui vont constituer les deux éléments du système consumériste. Le salariat fait souffrir et donne du pouvoir d'achat, et la pub fabrique des désirs de consommation en activant notre système de récompense pour des biens et services dont on pourrait facilement se passer. Et ces deux éléments créent une forte dépendance à la consommation qui enferme les gens dans le salariat. Autrement dit, les gens font un travail qui leur plaît pas pour asservir leur dépendance à la consommation créée par la publicité commerciale. Mais si l'insatisfaction généralisée était le seul problème, ce serait si simple. Parce que cette consommation a aussi un effet destructeur sur notre propre santé avec l'alimentation déséquilibrée, et surtout un effet destructeur sur notre environnement en s'accaparant et épuisant toutes les ressources naturelles, et en émettant des quantités colossales de gaz à effet de serre. On peut s'attaquer autant qu'on veut aux entreprises productrices de gaz à effet de serre, s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Ça c'est ce qui différencie les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone.
Si des éleveurs produisent autant de viande bovine ou ovine, si des entreprises construisent des maisons toujours plus grandes ou des voitures toujours plus sophistiquées, et si des compagnies aériennes proposent des vols intérieurs, c'est parce qu'il y a une demande en fait. Et la pub est pas la seule responsable de la consommation à outrance, mais c'en est un facteur important, et elle va révéler et amplifier les désirs de consommation, et surtout elle va les légitimer au maximum. En fait, ça va être compliqué de comprendre qu'il faut diminuer grandement notre consommation quand le message contraire est diffusé constamment. Donc non seulement on consomme le plus qu'on peut, mais en plus on trouve ça parfaitement acceptable, on le fait sans aucune forme de remise en question, la consommation est un élément culturel. En fait, il faudrait que les propriétaires d'entreprises donnent toutes les informations nécessaires sur leurs biens et services pour permettre aux citoyens de consommer de manière éclairée. Alors c'est déjà un peu le cas avec l'obligation de donner les ingrédients sur les produits par exemple, ou les différents messages de prévention sur l'alimentation déséquilibrée, mais c'est loin d'être suffisant, sinon on n'aurait pas un taux d'obésité aussi élevé. Mais surtout, il n'y a aucune communication sur la pollution générée par la production de biens et services. En fait, il faudrait aussi que les entreprises communiquent sur l'impact environnemental de leurs activités de manière absolue et relative, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre émise par la production des biens et services, et à la comparer à des alternatives réelles ou possibles. Et puis prévenir aussi de l'utilité réelle du bien ou du service pour consommer de manière éclairée. Sauf que premièrement, ça nous empêchera pas de consommer des produits extrêmement polluants, donc il faudra aussi interdire les productions qui dépassent un certain seuil en termes d'empreinte carbone, mais deuxièmement, il faudra aussi limiter notre consommation de produits polluants tout court, parce que c'est pas simplement une question d'impact environnemental d'une activité en particulier, c'est aussi l'impact environnemental de la production de manière générale. Parce que si on interdit les voyages en avion mais qu'à la place on voyage 10 fois plus en voiture, bah ça revient au même. Donc ce qu'il faut, c'est surtout enlever la légitimité, l'incitation et la dépendance à la consommation. Sauf que même là, on aura toujours des gens qui, même en ayant bien conscience de la pollution de leur consommation à provoquer, continueront de consommer avec égoïsme. En fait, on peut pas à la fois se dire que notre consommation implique des émissions de gaz à effet de serre importantes, mais bon qu'on peut quand même consommer autant qu'on veut avec la publicité et l'accès illimité à ses biens et services. La consommation devrait se faire par rapport à la pollution que ça implique, parce qu'il y aura toujours des êtres humains qui consommeront à outrance en ayant bien conscience des émissions de gaz à effet de serre que ça implique, au mépris total de ses conséquences. Le problème, c'est qu'il faut quand même nous permettre une certaine liberté de choix quand on consomme. Donc il faut une solution pour concilier la liberté de choix des biens et des services qu'on veut consommer et la limitation de la pollution. Alors après avoir dit tout ça, on pourrait légitimement se poser la question suivante: pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi si c'est autant de la merde, ça continue de fonctionner comme ça, mon infion? Bah le profit en fait. Le capitalisme consiste à permettre la maximisation des profits individuels par le commerce, et pour ça on laisse les entrepreneurs s'accaparer les ressources comme bon leur semble sans se soucier des conséquences. Ils peuvent faire extraire toujours plus de métaux et de matières premières pour produire toujours plus de biens en tout genre pour les vendre, et jeter ceux qu'ils ont pas réussi à vendre, fabriquer des objets qui sont faits pour se péter ou tomber en panne assez rapidement, et créer de nouveaux modèles pour pousser toujours plus à l'achat. Tout ça nécessite bien sûr des quantités astronomiques d'énergie pour fonctionner, que ce soit l'extraction minière, les industries, les transports, etc. Et évidemment cette énergie est carbonée et va donc émettre des quantités tout aussi astronomiques de gaz à effet de serre. Alors la surexploitation des ressources et l'absence de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas l'exclusivité du capitalisme, mais par contre c'est une caractéristique essentielle du capitalisme. Et puis la conséquence de tout ça, c'est aussi un monde extrêmement inégalitaire. Pas seulement parce que les propriétaires se sont accaparés la valeur ajoutée, mais parce qu'ils se sont aussi accaparés l'immense partie des ressources du monde pour créer cette valeur. La Terre c'est un réservoir avec une certaine quantité de ressources, et ces ressources elles peuvent être utilisées de manière très différente, comme par exemple cultiver des légumes pour se nourrir, ou envoyer des fusées dans l'espace pour faire du tourisme spatial. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où on utilise tellement de ressources, on est obligé de faire des choix. Beaucoup d'économistes disent que le libre marché permet une répartition optimale des ressources et de stimuler l'innovation technologique, mais il est incapable de permettre à tout le monde de se nourrir correctement. Aujourd'hui on a 800 putains de millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde, dont 50 millions d'enfants en fait. Sachant que plus d'1 milliard de tonnes de nourriture sont perdues ou jetées tous les ans, c'est-à-dire environ un tiers de la production, et sachant que des centaines de millions de personnes mangent du bœuf ou du mouton à tous les repas, et que des millions de personnes ont plusieurs voitures et même plusieurs maisons, voyagent régulièrement, etc. Toute cette énergie utilisée par les citoyens occidentaux pour notre confort et surtout pour les profits d'une poignée de propriétaires, pourrait être utilisée pour améliorer la production agricole des pays les plus défavorisés, ou encore construire des maisons, des systèmes de canalisation et des infrastructures électriques. Et puis j'ai parlé des conditions de travail des occidentaux, mais en réalité c'est sans commune mesure par rapport aux conditions de travail dans les pays du tiers-monde. Donc pour résumer, le capitalisme est un système qui oblige les gens à travailler dans des conditions parfois mortelles, qui laisse des centaines de personnes dans la misère et qui rend notre planète invivable parce qu'on a privatisé la propriété des machines, des ressources et de la valeur ajoutée pour permettre aux propriétaires de s'enrichir toujours plus. Alors cependant, il y a une bonne part des propriétaires d'entreprises qui sont pas du tout concernés par mon analyse en réalité, parce qu'ils ont des petites entreprises et qui cherchent pas à faire grossir leur affaire. C'est des travailleurs comme les autres, ils ont créé leurs entreprises par passion, et même parfois ils ont un revenu horaire bien plus faible que leurs employés, au point même de pas être en mesure de se rémunérer, avec des horaires de travail bien plus importants que ceux de leurs salariés. C'est pour ça que le problème c'est pas tant la domination du chef d'entreprise sur les salariés, mais c'est l'oppression. Parce que le type qui est passionné par le commerce, qui veut en faire son métier, qui crée sa petite épicerie ou son primeur, parce qu'il veut vendre des produits locaux de qualité, et parce qu'il veut embaucher quelques personnes parce qu'il a besoin d'aide pour le faire fonctionner, bah lui c'est pas le problème, même si c'est le patron. Le problème c'est pas que les gens veulent se mettre en action et prendre le contrôle d'une organisation avec des moyens matériels et humains parce qu'ils ont une certaine vision du fonctionnement de cette activité, mais c'est simplement qu'il n'y a pas besoin d'avoir la propriété des moyens de production et de la valeur ajoutée pour faire ça. Le fait que l'État possède
possède les moyens de production et la valeur ajoutée, ça empêche pas d'avoir une certaine liberté de création et de gestion de l'activité. Et ce sera même l'inverse en réalité, ce sera encore plus simple. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, c'est un système extrêmement violent parce que si t'échoues, t'es dans une merde monumentale. Alors même que c'est extrêmement difficile de faire fonctionner une nouvelle entreprise de manière durable. Alors on peut imaginer un système moins punitif, plus accessible, pour éviter qu'on se retrouve dans la merde quand on échoue. Mais d'un autre côté, on va pas non plus laisser quelqu'un s'obstiner dans un projet alors qu'il a déjà échoué lamentablement. C'est pour ça que parfois la prise de décision individuelle peut être une bonne chose pour le bon déroulement d'une activité, mais parfois c'est plutôt les décisions collectives qui sont meilleures. En fait, ça va dépendre du nombre de personnes qui sont impliquées, des compétences de chacun et des résultats finalement. Et puis ça va dépendre aussi de la quantité de ressources nécessaires à l'activité, parce qu'il y a plein d'artisans et de commerçants qui ont une empreinte carbone très faible puisqu'ils vendent des produits locaux et très peu transformés. En fait, d'un côté, il faut faire en sorte de limiter les émissions de gaz à effet de serre de notre production et que les besoins de première nécessité de tous soient garantis, et de l'autre côté, permettre une certaine liberté de consommation et d'entreprise. Déjà, on peut interdire toute production qui dépasserait un certain seuil d'émissions de gaz à effet de serre par personne pour éviter les abus. Ensuite, on peut limiter la consommation populaire ou plutôt changer notre manière de consommer en interdisant cette abomination qu'est la publicité et la remplacer par des informations claires et exhaustives sur les biens et services, sur leur processus de production et de transport et sur les alternatives possibles. Par exemple, est-ce que je prends des légumes frais ou est-ce que je prends des légumes surgelés? Ensuite, on peut mettre en place un budget carbone par personne, c'est-à-dire une certaine quantité de carbone, ou plutôt de gaz à effet de serre qu'on peut émettre directement ou indirectement par nos choix de consommation. Et donc pour faire tout ça, il faut sortir du capitalisme purement et simplement. Mettre en commun tous les moyens de production, reprendre le contrôle et organiser en commun la production, et rendre gratuit tous les biens et services, et donc en se passant de la monnaie. Et si une personne veut prendre le contrôle d'une activité, elle le peut. L'entreprise, c'est de se faire par passion en fait, et pas par appât du profit. La question de produire suffisamment pour garantir les besoins de tout le monde, ça peut se faire grâce à des données statistiques et une automatisation avec l'usage de l'informatique. Et en réalité, c'est assez simple d'anticiper la demande. Après, ce qui est plus compliqué, c'est les fluctuations, mais on peut tout simplement faire un système de stock de sécurité. Et puis pour toutes les marchandises périssables, on peut faire un système de rationnement. Et puis pour ce qui est des services, le problème c'est la question des compétences nécessaires aux travailleurs pour assurer leur service, mais ça on peut également l'anticiper. Et pour ce qui est des fluctuations, des demandes de compétences, il y a deux solutions pour s'adapter. Premièrement, faire des formations beaucoup plus rapides et efficaces basées sur les recherches en sciences de l'éducation, et deuxièmement, faire des formations professionnelles accélérées pour pallier les manques temporaires. Alors on pourrait se dire que si tout est gratuit, plus personne voudra travailler. Ça c'est la remarque que j'entends systématiquement quoi. Alors à ça je réponds qu'on peut déjà s'obliger à travailler par la contrainte légale, et puis surtout les gens ils veulent travailler en réalité. Par exemple, beaucoup de chômeurs souffrent d'avoir aucune activité. Au bout d'un moment on se fait chier en fait. Donc en fait les gens ils veulent travailler pour quelque chose qui a du sens pour eux en réalité. Aujourd'hui énormément de gens détestent leur travail, ils le font par peur de la précarité, du jugement social. Un autre rapport au travail est possible. Il faut faire en sorte que le travail soit un plaisir et pas une torture en fait. Déjà en améliorant la communication sur les différents métiers pour simplement connaître leur existence, et aussi en communiquant pour nous donner envie de les faire, pour être heureux dans notre travail. Et puis aussi évidemment en améliorant les conditions de travail, notamment en travaillant beaucoup moins dans la journée et dans la semaine. De toute façon il y a un chômage de masse parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, donc il faut partager le travail. Et puis on va moins produire, il faut moins produire de toute façon. Et puis aussi parce qu'il faut pas que notre vie se résume à travailler. Il faut plus qu'on perde notre vie à la gagner quoi. Et ça nous permettra aussi d'avoir un temps dans la journée pour développer notre connaissance politique ou faire de la politique tout simplement. Ça permettra de recréer du lien entre nous aussi. Il faudra sûrement recréer des espaces physiques ou immatériels pour faciliter cette interaction. Mais déjà rien que le fait d'avoir plus de temps dans la journée pour discuter avec d'autres personnes, ça permettrait d'apprendre des autres et de se voir comme des semblables. Bon maintenant que j'ai dit tout ça, c'est très bien, mais il y a quand même un énorme obstacle. La dépendance internationale. Aujourd'hui, les États sont interdépendants de leur production et cette dépendance matérielle a plusieurs conséquences. D'abord, des émissions de gaz à effet de serre importants liées au transport de marchandises lors des différentes étapes de la production. Il y a certaines marchandises complexes qui traversent le monde entier 3 fois avant d'être vendues, parce que les matières premières sont extraites dans un pays, puis envoyées dans un autre pour la première étape, puis dans un autre, etc. Et deuxièmement, ça a aussi pour conséquence de poser un grave souci pour les peuples qui se sont libérés du capitalisme, puisqu'ils peuvent plus importer des marchandises venant de pays capitalistes, puisque le commerce n'est pas possible sans monnaie. Donc la seule solution, c'est que cette société soit en autarcie. Donc pour ça, il faut progressivement relocaliser la production pour éviter les transports de marchandises sur de très longues distances et pour se passer des sociétés capitalistes comme j'ai dit. Et cette relocalisation de la production, elle va nécessiter beaucoup de travail dans l'industrie et l'agriculture, et je suis persuadé que si on explique correctement l'intérêt de ce travail, que ça participe de l'intérêt général et qu'on améliore au maximum les conditions de travail, on travaillera avec grand plaisir dans des domaines qu'on n'aurait pas choisi intuitivement et qui sont des métiers difficiles et répétitifs en fait. Le problème c'est que même avec tout ça, on n'aura pas une autarcie satisfaisante, c'est-à-dire une autarcie qui n'implique pas une baisse massive du niveau de vie de la population. Et puis deuxième chose, ça sert à rien de faire un effort en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans une zone en particulier, si cet effort est compensé par une augmentation dans une autre zone. Donc c'est pour ça que cette révolution elle doit être mondiale, et particulièrement chez les peuples des pays développés qui doivent servir d'exemple aux autres. C'est nous les peuples qui avons le privilège d'avoir un niveau d'éducation élevé qui devons prendre nos responsabilités en prenant les devants, sachant qu'en plus on a des conditions de travail et un niveau de vie beaucoup plus favorable. Pour finir, je pense que vous avez remarqué dans la vidéo que je me suis pas vraiment attaqué violemment aux propriétaires de grandes entreprises, parce qu'au final on peut pas vraiment les haïr non plus, parce que c'est juste les gagnants d'un système dont tout le monde participe. Les riches propriétaires sont tout autant les auteurs du capitalisme que les consommateurs.
En fait, ce qu'il faut détester, c'est le jeu, pas les joueurs. Alors on peut chercher qui a commencé, mais c'est beaucoup plus rationnel de prendre du recul et de voir qu'en réalité, la véritable cause de tout ça, c'est la politique des États développés qui a créé et qui perpétue le capitalisme. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est que le véritable problème, c'est la prise du pouvoir politique des riches néolibéraux patriotes. C'est pour ça qu'il faut qu'on récupère le pouvoir politique avant tout. Il faut mettre en place un état démocratique qui va nous permettre de décider en commun de la manière dont s'organise la production, pour enfin se débarrasser de l'oppression du système capitaliste. Et il faut que les peuples du monde entier s'unissent, car c'est la force du nombre qui dépassera la force de l'argent. On a le pouvoir de renverser l'ordre établi, alors prenons nos responsabilités et armons-nous ensemble intellectuellement.